Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire concernant les risques pénaux et plus particulièrement concernant les politiques de conformité qui peuvent aider l'entreprise à éviter, réduire et contenir les risques pénaux. Je vois que tout le monde devrait être là, donc je propose qu'on commence tout de suite. Avec un petit aperçu de l'ordre du jour. Donc, je commencerai par expliquer brièvement les risques à identifier, les risques en cas de non-conformité, les risques typiques en cas de non-conformité. Souvent, les infractions en matière de conformité sont sanctionnées avec des sanctions pénales. Donc, pendant cette présentation, je vais évidemment me concentrer justement sur ces sanctions pénales, mais on va aborder d'autres risques de non-conformité également. Vu que la plupart des infractions en matière de conformité, en matière de non-conformité, se situent dans le contexte de l'entreprise, je vais vous expliquer également, avec des exemples très concrets, comment ces infractions pourraient être attribuées à la personne physique, à une personne physique ou à une personne morale, une entreprise. Parce que la plupart des infractions a lieu donc dans le contexte justement de l'entreprise. Je vais finir avec quelques conseils et des astuces concernant la politique de conformité. Je vais vous expliquer comment cette politique de conformité, comment une bonne politique de conformité peut aider l'entreprise à se protéger contre les risques de non-conformité et plus particulièrement contre les risques de sanctions pénales. Quels sont les risques de non-conformité? Donc, très souvent, les infractions en matière de conformité sont sanctionnées par des sanctions pénales. Souvent, les matières cadrent aussi plutôt dans des secteurs très réglementés. Et dans ce cas-là, on voit que souvent aussi des sanctions administratives seront applicables. En même temps, il y a des procédures administratives à suivre. Je ne vais pas parler des sanctions administratives et des sanctions administratives. Comme je vous expliquais, je vais surtout me concentrer sur les sanctions pénales, qui est évidemment un risque très évident en cas de non-conformité. Les infractions en matière de conformité peuvent aussi entraîner évidemment des procédures civiles ou des plaintes civiles. Les personnes qui pensent avoir subi un dommage à cause de causé par cette infraction pourraient lancer une procédure civile et tenter d'obtenir un dédommagement pour le dommage qu'ils pensent avoir subi à cause de cette infraction. Donc aussi un risque assez évident en cas de non-conformité. Un très grand risque et plus difficile à comptabiliser est le risque réputationnel, sont les risques réputationnels. On voit assez souvent dans la média des articles qui concernent des infractions en matière de conformité par des grands groupes et par des grandes sociétés. Par exemple, l'année passée, il y avait toute une série d'articles sur une banque privée, une private banker, qui ne suivait pas ou qui n'avait pas une bonne politique interne, une bonne procédure interne en ce qui concerne la législation anti-blanchiment. Il y a quelques années aussi, on a vu quelques articles dans l'Écho et de Tête sur une société holding belge, un grand groupe, une grande société holding belge qui faisait l'objet d'une recherche, d'une investigation concernant le financement de terrorisme. Évidemment, ça a suscité une très grande attention de la part des médias avec des photos de la recherche qui entrait et qui sortait les bâtiments, les bureaux du holding.
Ces dernières années, on voit aussi assez souvent des enquêtes sur la corruption dans le secteur de la construction, par exemple, dans la média. Et encore très récent, il y a eu pas mal de médias sur les scandales dans le secteur du football. Donc tout ça, évidemment, c'est pas très agréable de voir le nom de sa société dans les journaux, simplement parce que la société a peut-être commis des infractions en matière de conformité. Un risque fort lié au risque réputationnel, c'est les risques par rapport à ses banquiers et par rapport à ses partenaires commerciaux. De plus en plus souvent, on voit dans les documents de crédit, par exemple, que les clients de la banque sont demandés de donner des déclarations assez poussées en ce qui concerne leur politique de conformité, par exemple en ce qui concerne la corruption ou en ce qui concerne les sanctions internationales, les embargos. On retrouve le même genre de déclarations et le même genre d'obligations dans les grands contrats d'entreprises internationales. De plus en plus souvent, en fait, les grandes entreprises, les grands groupes internationaux demandent, par exemple, leurs co-contractants de souscrire à leur propre code de conduite et de démontrer qu'ils ont eux-mêmes une très bonne politique en ce qui concerne la conformité par rapport à la corruption et par rapport aussi très souvent aux sanctions internationales, aux embargos. Le fait de ne pas avoir une bonne politique de conformité peut alarmer les banquiers ou les partenaires commerciaux et peut les pousser à ne pas entrer en relation avec votre entreprise. Deux exemples. Voici un exemple d'IKEA où on trouve en fait dans leurs conditions générales une clause type et où ils demandent à leurs partenaires, leurs co-contractants de déclarer qu'ils ont des très bonnes procédures en ce qui concerne la conformité en général et plus particulièrement le point 3.1 dans leurs conditions générales en ce qui concerne la corruption. Le même type de clause est reprise dans les documents de crédit. Le premier exemple, c'est un exemple de clause type qu'on trouve dans les documents de crédit un peu plus développés, un peu plus poussés, où la banque demande explicitement de déclarer que l'entreprise a une très bonne politique en ce qui concerne la corruption et elle demandera la même chose en ce qui concerne les sanctions internationales ou les embargos. Donc, on voit là clairement que même si le risque de l'entreprise d'infraction et de sanctions pénales pourrait être censé limiter, il est toujours bien quand même d'avoir une bonne politique de conformité parce que les partenaires commerciaux et les banques peuvent toujours demander de soumettre cette politique interne, cette politique de conformité pour démontrer qu'en effet, vous savez faire face à ce genre de problèmes et à ce genre de questions. Donc, comme expliqué, le risque le plus évident est évidemment le risque de sanctions pénales. Des politiques de conformité sont très souvent élaborées dans le cadre de matières spécifiquement réglementées. Donc, par exemple, dans certains secteurs spécifiques, comme le secteur financier, par exemple, les professions du chiffre, l'immobilier, mais aujourd'hui aussi les secteurs de l'art, les antiquités et aussi le football. Dans ces secteurs-là, on verra que les entreprises ont très souvent une politique dédiée à l'anti-blanchiment, à la prévention contre l'anti-blanchiment. Pour certaines industries ou pour certaines entreprises, c'est plutôt le cadre environnemental qui sera intéressant, qui sera important. Donc, dans ces entreprises-là, on trouvera souvent des politiques de conformité qui adressent spécifiquement la conformité à la législation environnementale.
On peut aussi avoir des politiques concernant l'export ou l'import de certains produits et les obligations par rapport à la douane. Ça s'appellera alors un Export Control Policy, où par exemple l'entreprise va avoir toute une politique pour s'assurer que les bonnes licences sont obtenues, qu'on ne va pas importer ou exporter des produits stratégiques, des biens stratégiques ou des produits à double usage, certains produits chimiques, certains logiciels, etc. Donc, on voit que beaucoup d'entreprises, selon leur activité, selon leur secteur, auront des politiques de conformité particulières par rapport à leurs activités et aux risques qui seront spécifiques au secteur. Plus généralement, donc, les entreprises qui ne sont pas actives dans des secteurs réglementés, ils auront souvent une politique plus générale, un code de conduite ou une politique, par exemple, qui est vraiment dédiée aux problèmes de corruption ou qui sera dédiée à éviter des problèmes de corruption. Ces infractions ont un point commun. Beaucoup d'infractions sont punies de sanctions pénales. On trouve souvent la législation de base dans des lois spécifiques ou dans la législation spéciale, mais les principes de droit pénal commun s'appliqueront et sont donc très importants en même temps. Par exemple, le principe relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, ce principe-là est repris dans le code pénal, mais s'applique aussi aux infractions qui sont réglementées dans la législation spécifique. Le même principe s'applique par exemple pour tout ce qui touche à la participation au crime ou au délit, à l'infraction. Comme expliqué, les infractions dans le cadre de conformité ont souvent lieu dans le contexte d'une entreprise, dans le contexte d'une personne morale. Donc, il est important de savoir comment cette infraction pourra être attribuée d'un côté à la personne physique responsable pour l'infraction et en même temps à la personne morale ou l'entreprise. Je vais vous expliquer cette technique d'attribution par deux exemples concrets. Premier exemple, un directeur commercial très ambitieux recherche toujours des bonnes opportunités d'un département particulier de la société X, promet à un employé d'une autre société d'engager son partenaire en échange d'un contrat pour la société X, pour son département. Donc cet exemple-là c'est un exemple de corruption privée, donc dans le contexte privé. Il y a aussi le problème de corruption publique où un fonctionnaire pourrait être impliqué, mais on a aussi de la corruption dans le secteur privé où c'est juste entre deux entreprises qu'une infraction a lieu. Donc, voici un exemple de corruption privée. Un autre exemple, Monsieur Z siège au conseil d'administration d'une société qui exploite une usine en Syrie. Évidemment, la situation géopolitique en Syrie n'est pas évidente. Il y a beaucoup de conflits armés en Syrie. Et afin d'assurer que la production de l'usine puisse continuer, la société a décidé d'effectuer des paiements à une organisation terroriste par l'intermédiation d'un intermédiaire local en échange de la sécurité de l'usine, donc en échange d'une protection par cette organisation terroriste de l'usine. Donc ça, c'est typiquement un exemple de financement du terrorisme. Et les deux exemples peuvent vous paraître assez exotiques, surtout l'exemple de la Syrie, mais je vous assure que ça n'a rien d'hypothétique ou d'exotique. C'est des cas qui peuvent arriver et qui sont beaucoup moins rares qu'on voudrait bien le croire. Donc, les deux exemples cadrent clairement dans un contexte
de société. Et dans les deux exemples, il serait intéressant de voir comment l'infraction, donc d'un côté la corruption privée et de l'autre côté le financement du terrorisme, pourrait être attribuée d'un côté à la personne physique et de l'autre côté à l'entreprise, à la société. Donc, quand on regarde la personne physique, on voit qu'il y a plusieurs techniques pour attribuer cette infraction à la personne physique. La première technique est la technique la plus commune, c'est la technique de l'attribution matérielle. En fait, là, c'est très simple. Le fait même va désigner l'auteur. Donc, l'infraction désigne l'auteur. C'est la personne qui a fait l'infraction, qui a commis l'infraction, sera tenu responsable pénalement par le juge. Dans nos deux exemples, dans le premier exemple de corruption privée, c'est le directeur commercial qui a fait la proposition d'engager le partenaire de l'employé de l'autre entreprise en échange d'un contrat. Donc, c'est le directeur commercial qui sera tenu responsable en appliquant la technique de l'attribution matérielle. Et l'employé de l'autre entreprise qui a accepté le bénéfice ou qui a accepté de voir engager son partenaire en échange du contrat sera responsable pour la corruption passive vu qu'il aura accepté le bénéfice. Donc là, la technique attribution matérielle, c'est clairement le délit qui désigne le responsable. Dans le deuxième exemple, dans l'exemple de financement de terrorisme, la technique d'attribution matérielle désignera, par exemple, l'employé au sein de l'entreprise qui a effectué le paiement, qui a réellement poussé sur le bouton et qui a réellement effectué le paiement, sachant que ce paiement serait destiné à une organisation de terroristes. Donc, cette personne-là pourrait être tenue responsable avec l'attribution matérielle pour le fait d'avoir effectué dans les faits le paiement. Deux autres techniques, l'attribution légale et l'attribution conventionnelle. Dans de nombreuses lois pénales spéciales, en fait, le législateur identifie explicitement quelle personne ou quelle catégorie de personnes serait responsable en cas d'infraction. Donc ici, ce n'est pas le fait, ce n'est pas l'infraction qui désigne l'auteur, mais c'est la loi qui désigne l'auteur. Généralement, ce seront des personnes avec une certaine autorité, avec une possibilité de pouvoir superviser, avec un vrai pouvoir de décision. Et ce seront des personnes dont la loi suppose, dont le législateur suppose que elles auront la possibilité, la capacité d'éviter des infractions. Un exemple typique d'attribution légale est dans le droit pénal social, où la loi identifie explicitement, et c'est indiqué comme ça dans la législation, dans la loi sociale, que l'employeur, ses employés ou ses agents seront tenus comme responsables. En pratique, il s'agira là aussi de personnes qui exercent un certain pouvoir, qui ont une certaine autorité. Même si la responsabilité pénale sera attribuée de façon légale, donc même si la loi désigne le responsable pénal explicitement, ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne peuvent pas en même temps être tenues responsables aussi. Donc les principes de participation s'appliqueront toujours et à côté de l'attribution légale, le juge peut toujours aussi tenir la personne qui est vraiment responsable pour l'acte
en application par la technique de l'attribution matérielle, peut toujours aussi tenir comme responsable la personne qui est vraiment responsable pour les faits. Donc, l'employé concerné qui s'est chargé de l'acte, qui est vraiment responsable, qui a vraiment effectué l'infraction, qui a vraiment commis l'infraction. Lié à l'attribution légale et l'attribution conventionnelle, en fait, là, la loi ne va pas elle-même désigner la personne responsable, mais la loi va obliger l'entreprise de désigner un responsable. Donc, c'est l'entreprise qui sera obligée par la loi de désigner un responsable qui sera tenu responsable pénalement en cas d'infraction. Un exemple typique, c'est dans le droit pénal environnemental, où, par exemple, le coordinateur pourra être tenu responsable en vertu de l'attribution conventionnelle. Je vous ai donné deux exemples concrets, donc dans le domaine du droit social et dans le domaine du droit environnemental. Ces deux domaines très spécifiques et mes collègues Sarah Cox en droit social et Christophe Hectors et Roel Meus en droit de l'environnement peuvent sûrement vous en dire encore plus. Donc, si vous avez des questions particulières dans cette matière, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Ils seront ravis de vous répondre et de vous aider. Une technique très commune aussi et qui est très importante, c'est la technique d'attribution judiciaire. En fait, cette technique-là, c'est le juge va lui-même chercher le responsable. Donc, plutôt que de se tenir à l'attribution matérielle, le juge va dire, dans les faits, cette personne-là est peut-être responsable, c'est peut-être cette personne-là qui a vraiment fait dans les faits l'infraction, qui a commis l'infraction, mais en réalité, une autre personne devrait être tenue responsable. Et le juge va chercher cette personne qui, selon lui, devrait être tenue responsable. Autrement dit, en fait, le juge estime que l'auteur matériel est uniquement l'auteur du crime ou un instrument entre les mains de quelqu'un d'autre et qu'en fait, dans la réalité, une autre personne devrait être tenue responsable. Donc, le juge n'attribuera pas l'infraction à la personne qui l'a matériellement commise, mais plutôt à une autre personne qu'il considère comme étant la personne réellement responsable pénalement. C'est généralement la personne qui avait le pouvoir réel, qui avait le contrôle et qui aurait dû prévenir l'infraction. Donc, l'attribution judiciaire, en appliquant l'attribution judiciaire, en fait, le juge visera souvent les membres du conseil d'administration, l'administrateur général, le gérant, mais aussi d'autres personnes, en fait, toute autre personne qui a vraiment l'autorité, qui était vraiment dans la position pour pouvoir éviter que l'infraction ait lieu. Ça ne veut pas dire que l'employé qui agit sous la pression de son employeur ou de son responsable hiérarchique, que cet employé ne pourrait pas être tenu responsable aussi. En fait, l'employé, dès qu'il sait qu'il se pose un problème et que ce qu'il fait pourrait consister une infraction, cet employé est obligé de refuser de coopérer et de tout arrêter. Si l'employé décide de continuer, décide d'effectuer ce qu'il est demandé de faire, il peut évidemment toujours être tenu responsable à côté du responsable hiérarchique. Des exemples, en fait, parfois on voit que en appliquant l'attribution judiciaire, on voit donc très souvent que les administrateurs seront visés
et que on voit même dans la jurisprudence, il y a des exemples où tous les administrateurs, donc tous les membres du conseil d'administrateur, étaient tenus responsables, étaient poursuivis, tout simplement parce que ils n'avaient pas prévu des budgets suffisants pour éviter les infractions et pour mettre en place une politique et une procédure de conformité suffisante. En fait, vous voyez immédiatement que l'attribution judiciaire est très pertinente dans les deux exemples que je vous ai donnés, donc dans l'exemple de corruption privée et dans l'exemple de financement de terrorisme. Dans l'exemple de corruption privée, donc je vous ai expliqué comment le directeur commercial pourrait être tenu lui-même responsable pour l'acte de corruption, pour la corruption active. À côté de lui, en appliquant la technique d'attribution judiciaire, le juge pourrait considérer que l'administrateur général est également responsable si, par exemple, il est établi que l'administrateur général a adopté une politique dans l'entreprise qui favorise ou qui n'empêche pas la corruption. Donc, dans ce cas-là, l'administrateur général pourrait être tenu responsable en même temps que le directeur commercial. Dans le deuxième exemple, l'exemple de financement de terrorisme, on voit qu'à côté de l'employé éventuellement qui a effectué le paiement, le juge pourrait aussi attribuer le délit ou le crime à l'administrateur, à Monsieur Z, tout simplement parce que, par exemple, il a participé à un conseil d'administration où les paiements de l'organisation terroriste en Syrie ont été discutés, mais s'il ne s'y est pas opposé, il pourrait, même s'il n'a pas donné son accord, le fait de ne pas s'être opposé pourrait suffire pour le tenir responsable à côté d'autres personnes dans l'entreprise. Donc maintenant, vous savez comment l'infraction sera attribuée à la personne physique. Qui sont ces personnes physiques? Très souvent, les organes. Donc, les organes, généralement, ce sont les membres, par exemple, les membres du conseil d'administration, les membres du comité de direction, l'administrateur général, etc. Donc, souvent, ces personnes-là seront visées en vertu de l'attribution judiciaire. Évidemment, le juge va toujours analyser ou va toujours regarder si les organes avaient réellement le pouvoir, l'autorité pour éviter l'infraction. Si le juge constate qu'en réalité, les organes n'avaient pas le vrai pouvoir ou n'avaient pas la possibilité de surveiller, ne pouvaient pas être au courant, et n'ont pas essayé d'échapper à leur responsabilité de surveillance, dans ce cas-là, évidemment, ils ne seront pas tenus responsables. Donc, il faut toujours un élément de culpabilité. Il ne suffit pas d'être organe, enfin, il ne suffit pas de constater que quelqu'un est l'organe de la société pour être tenu responsable pénalement. Il faut toujours aussi démontrer la culpabilité et le fait que les organes avaient le pouvoir réel pour échapper, pour éviter l'infraction avoir lieu. Les employés ou les agents, alors là, souvent, c'est en vertu de la technique d'attribution matérielle. Donc, les employés ou les agents seront tenus responsables s'ils sont réellement responsables pour les faits, si c'est eux qui ont commis l'infraction dans les faits. À côté des organes et des employés ou les agents, il est possible aussi qu'une tierce personne qui n'a rien à voir avec la société et où il n'y a aucun lien contractuel, qu'une autre personne pourrait être tenue responsable s'il s'avère que cette personne
avait le pouvoir factuel ou le pouvoir réel. Donc, par exemple, l'administrateur de fait, s'il s'avère qu'une autre personne que les organes ou une autre personne que les dirigeants avaient le vrai pouvoir, c'est très bien possible que cette autre personne sera tenue responsable aussi. Donc voilà en ce qui concerne l'attribution par rapport aux personnes physiques. Donc, vu que les infractions en matière de conformité ont pour la plupart lieu dans le contexte des entreprises, il est évidemment intéressant aussi de voir si l'infraction peut en même temps être attribuée à une personne, à la personne morale, à la société elle-même. Pour la responsabilité pénale de la personne morale, c'est un peu abstrait parce qu'évidemment, chaque infraction est commise dans les faits par une personne physique. Et donc, pour pouvoir attribuer cette même infraction à la personne morale ou à la société, il faut avoir un technique, il faut faire un petit saut pour pouvoir passer de la personne physique à la personne morale. Et en fait, ce petit saut, on le retrouve dans le Code pénal, l'article 5 du Code pénal. Et l'article 5 du Code pénal prévoit qu'une infraction peut être attribuée à la société si l'infraction est liée à la réalisation de l'objet de la société, si l'infraction est liée à la défense des intérêts de la société ou si l'infraction a été commise pour le compte de la société. Donc, dans nos deux exemples, l'exemple de la corruption privée et du financement de terrorisme, je pense qu'il est évident que dans les deux cas, l'infraction, qu'il y a un lien entre l'infraction et l'objet de la société. Donc, en ce qui concerne la corruption, l'entreprise aura le bénéfice du contrat. Et dans l'exemple du financement de terrorisme, l'entreprise, la société, assure la production de son usine en Syrie. Donc, dans les deux cas, on voit facilement le lien entre l'infraction et la société, l'objet de la société. C'est un peu plus difficile pour l'attribution morale, parce que tout comme les personnes physiques, pour pouvoir attribuer une infraction à la personne morale, on doit toujours démontrer que la société est coupable des faits, est coupable de l'infraction. Donc, il y a toujours cet élément de culpabilité. Et donc, pour pouvoir attribuer l'infraction moralement à la société, en fait, le juge, il va par exemple vérifier si la société avait les procédures, les techniques en place pour éviter ce genre d'infraction. Si le juge constate que la société n'a pas de politique en place, n'a pas de procédure en place, par exemple, n'est pas bien organisé en ce qui concerne la conformité, qu'il n'y a pas de procédure, qu'il y avait des restrictions budgétaires déraisonnables, etc. Et que toutes ces conditions ont finalement créé les conditions qui ont permis la réalisation de l'infraction, le juge va considérer que la société elle-même est coupable et responsable pour l'infraction. Donc, je pense que les deux exemples ont bien démontré pourquoi il est très important d'avoir une politique de conformité. Bien sûr, cette politique de conformité aidera la société à se défendre en cas d'infraction. Donc, si une infraction a lieu et si à ce moment-là, l'entreprise peut démontrer qu'elle a une bonne politique de conformité, qu'elle a tout fait en interne pour éviter que des infractions soient commises,
Et si elle peut documenter cette politique de conformité, il y a de bonnes chances qu'elle pourra bien se défendre contre une poursuite pénale. En fait, il faut considérer cette politique de conformité comme une première ligne de défense. Donc, en cas d'infraction, si on peut démontrer qu'il y a une bonne politique de conformité, qu'il y a une bonne organisation, que les budgets nécessaires sont prévus et que la société s'est bien consciente des risques et fait tout pour éviter les risques, à ce moment-là, le risque de poursuite est évidemment beaucoup plus réduit que sans. Alors, comment faire une bonne politique de conformité? Le premier pas, et c'est le plus difficile, c'est de faire une analyse très approfondie de la société. Quelles sont les activités de la société? Quel secteur? On verra, comme j'ai expliqué avant, on verra que dans certains secteurs où il y a de la législation spécifique et des règlements spécifiques, on verra qu'il y a plein de politiques de conformité très spécifiques. Par exemple, une banque aura une politique de conformité en ce qui concerne l'anti-blanchiment, en ce qui concerne les sanctions internationales, les embargos. Elle aura aussi des politiques de conformité, par exemple, en ce qui concerne la législation MiFID, qui doit protéger les investisseurs contre certaines et qui doit assurer que la banque informe bien les investisseurs et tout ça. Donc, on verra qu'une banque a plein de politiques de conformité, justement pour s'assurer que dans tous les domaines spécifiques qui seront importants pour la banque, que tous les domaines seront couverts et que dans chaque domaine spécifique, il y a une bonne politique de conformité. Donc, on va regarder les activités. Quelle législation, secteur réglementé? Est-ce que ça je viens de vous expliquer par exemple dans le secteur financier. En même temps, est-ce que par exemple il y a des activités internationales? Est-ce qu'on est obligé de suivre la législation locale? Est-ce qu'on est actif dans des régions à risque élevé? Par exemple, est-ce qu'on a des activités en Russie, ce qui voudra dire qu'il y a certains risques dans la matière de sanctions et embargos. Il faut bien tenir en compte tous ces risques quand on fait sa politique de conformité et bien faire en sorte que la politique de conformité couvre aussi les activités internationales. Bien sûr aussi la taille de l'entreprise. Il est clair qu'une grande entreprise internationale n'encourt pas les mêmes risques qu'une petite entreprise locale. Ça ne veut pas dire qu'une petite entreprise, évidemment, la politique d'une petite entreprise peut être plus limitée que la politique de conformité d'une grande entreprise avec des activités internationales, mais ça ne veut pas dire que la petite entreprise ne doit pas avoir le même niveau de commitment pour vouloir une bonne politique de conformité. En fait, la règle d'or, c'est que les ressources dédiées à la politique de conformité doivent être proportionnelles aux ressources de la société en général. Donc, tout doit être bien proportionnel. On va aussi regarder l'historique de l'entreprise et la culture générale de l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise a fait face dans le passé à certaines infractions type, un certain genre d'infraction, dans sa politique de conformité, la société doit tenir compte justement de ce risque spécifique et va devoir être beaucoup plus, va devoir faire plus attention à ces risques-là spécifiquement quand elle fera sa politique de conformité. Donc le fil conducteur d'une bonne politique de conformité,
Tout d'abord, il est toujours conseillé d'avoir des politiques écrites et des procédures internes très claires. Donc, c'est comme expliqué, souvent la politique de conformité en cas d'infraction sera la première ligne de défense de la société. Donc, évidemment, ce sera beaucoup plus facile de démontrer qu'on a une bonne politique de conformité si on a aussi des politiques écrites bien documentées. Il faut des procédures très claires et connues. Les procédures doivent vous permettre à éviter et détecter des infractions. La politique de conformité doit bien identifier les responsables. Ça ne doit pas toujours être le responsable au plus haut niveau, parce que parfois, par la technique de délégation, on peut déléguer les responsabilités pénales à une autre personne qui est la personne beaucoup plus adéquate pour veiller à la conformité. Je vais vous donner un peu plus de détails sur cette technique de délégation qui sera quand même très important, surtout pour des sociétés un peu plus grandes où l'administrateur général ne peut pas être il ne peut pas être présent partout, il ne peut pas toujours tout superviser. Donc, dans ce cas-là, ce sera très important d'avoir une bonne technique, une bonne procédure de délégation. Dans une bonne politique de conformité, on fait évidemment en sorte que les contrevenants sont exclus. Il est évident que quelqu'un qui est connu, qui n'est pas connu pour sa bonne conformité, qui a déjà commis des infractions dans le passé, il est évident que cette personne-là ne pourra pas se charger de la supervision des autres pour justement assurer la conformité de l'entreprise. Il faut une communication très claire et adéquate. Donc, il faut s'en assurer que tous les employés, que toute la société est bien au courant de la politique de conformité de l'entreprise, de la culture, des procédures internes et du modus operandi en cas d'infraction. Donc, il faut une communication très claire et compréhensible, adaptée à chaque niveau de l'entreprise. Donc, parfois, il faut prévoir plusieurs communications de la même politique. Ce n'est pas parce que la personne X comprend une telle communication que la personne Y comprendra la même communication. C'est possible aussi que certains départements au sein de l'entreprise auront besoin de plus de procédures que d'autres. La même chose en ce qui concerne la formation. Donc, la formation, elle aussi, doit être adaptée spécifiquement aux employés, au public concerné. Il faut bien décrire les alertes, donc il faut bien décrire les red flags. Ça doit être très clair pour tout le monde, partout dans la société, quand une situation pourrait être problématique et quand il sera nécessaire d'escaler le problème à un niveau supérieur. Parfois, on sera même obligé d'avoir une technique, une procédure d'alarme où la personne qui voit qu'une infraction a eu lieu ou qu'il y a un problème, qu'il y a un risque, où cette personne pourra escaler le problème sans lui-même avoir des problèmes par après ou des réprimandes. Évidemment, il faut sanctionner les gens qui ne respectent pas la politique de conformité. Et il faut prévoir du monitoring, il faut prévoir des systèmes, des techniques pour pouvoir détecter des infractions et pour pouvoir remédier aux infractions dès qu'on constate qu'il y a un problème. Donc tout ça, ça doit être à l'écrit, clair et ça doit être à l'écrit et repris dans toutes les procédures internes. Comme expliqué, une bonne politique de conformité peut parfois aussi dire qu'on va déléguer certaines responsabilités pénales à d'autres personnes. Dans beaucoup de cas, cette technique de délégation sera plutôt une possibilité, mais dans d'autres cas, cette technique de délégation sera une vraie obligation. Donc, par exemple, dans une grande société
où l'administrateur délégué ne peut pas être partout, il ne peut pas tout surveiller, il ne peut pas tout superviser, la délégation sera une obligation et pas seulement une possibilité. Donc, dans ces grandes sociétés-là, on attendra de la société de vraiment déléguer certaines responsabilités pour s'assurer qu'il y a une vraie supervision de certains domaines. On voit ça dans les grandes sociétés. Il y a un directeur commercial, il y a un directeur financier et tout le monde aura ses propres responsabilités aussi en ce qui concerne les matières de conformité. Par exemple, pour les sociétés, pour les entités assujetties, donc ça c'est les entités en fait qui doivent se conformer à la législation anti-blanchiment, on voit que les sociétés doivent identifier un AML code, donc un compliance officer spécifiquement en ce qui concerne la matière d'anti-blanchiment. Évidemment, on va déléguer certains pouvoirs à cette personne-là. Pour être valable, une délégation ne peut pas être générale, une délégation doit toujours rester spécifique, donc on ne peut pas donner une délégation générale à quelqu'un. Il faut bien identifier les responsabilités, il faut bien limiter les responsabilités et il faut aussi limiter la délégation dans le temps. Donc on ne peut pas avoir une délégation à l'éternel. On ne peut pas déléguer les tâches essentielles. On ne peut pas déléguer évidemment les tâches qui reviennent uniquement au conseil administrateur. On ne peut pas les déléguer à d'autres niveaux dans la société. Il faut que chaque délégation soit bien cohérente, bien claire et bien explicite. Les délégations ne peuvent pas se contredire entre elles, il ne peut pas y avoir de overlap entre certaines délégations. Donc ça, il faut bien s'assurer que les délégations soient cohérentes et claires. La personne à qui on délègue les pouvoirs doit aussi avoir l'autonomie réelle. Donc cette personne-là doit vraiment avoir la possibilité de prendre certaines décisions, pouvoir justement éviter des infractions ou pour pouvoir remédier à des infractions. Le mieux, c'est aussi que la personne à qui on veut déléguer certains pouvoirs et certaines responsabilités pénales, que cette personne accepte explicitement le contenu de sa délégation. Et il faut s'assurer que les délégations dans l'entreprise sont mises à jour quand nécessaire. Par exemple, si la société doit faire face à une restructuration, c'est très important de prévoir une mise à jour des délégations parce qu'une personne peut être partie ou la société peut avoir changé d'une façon ou autre et on doit faire en sorte que la délégation est toujours bien actuelle et toujours bien mise à jour. Il n'y a pas de conditions formelles, donc on pourrait avoir des délégations à l'oral, mais évidemment, comme la politique de conformité elle-même, comme la procédure de conformité elle-même, aussi la délégation devrait être par écrit, justement pour pouvoir documenter sa politique de conformité et pour pouvoir documenter le contenu de la délégation. Donc, pour finir encore quelques conseils plus généraux. En fait, si vous n'avez pas de politique de conformité, ce que vous pouvez faire, c'est regarder dans votre secteur spécifique, si d'autres sociétés, parce qu'on trouve pas mal de choses sur ligne, online, si d'autres sociétés ont-elles une bonne politique de conformité et en fait, on peut reprendre les meilleures pratiques d'autres sociétés dans sa propre politique de conformité. C'est un conseil un peu simple, mais qui dans la pratique, peut parfois quand même être plutôt logique et plutôt facile à suivre. Il faut aussi s'assurer d'avoir une bonne culture de conformité.
au sein de la société. Donc, à côté de la politique de conformité documentée, il faut faire en sorte que la culture de l'entreprise est tout aussi bonne et est tout aussi conforme. Il faut avoir des attentes claires et réalistes. Il faut mettre le bon exemple. Il faut donner le bon exemple, ce qui veut dire que la direction, les administrateurs doivent donner le bon exemple. Et il faut avoir une culture transparente et ouverte où les employés se sentent aptes et se sentent soutenus en cas d'infraction ou en cas de problème. Ils se sentent soutenus et encouragés pour justement identifier et escaler des problèmes en cas de problème, en cas d'infraction. En ce qui concerne les petites entreprises, ça peut parfois sembler un peu lourd, toute cette procédure et toute cette politique de conformité. Comme expliqué, évidemment, une petite entreprise ne doit pas avoir la même politique de conformité qu'une grande entreprise et ça doit toujours rester proportionnel. Donc, par exemple, pour une petite entreprise, il est parfois opportun que le directeur ou l'administrateur délégué ne va pas déléguer trop de pouvoir et trop de responsabilités. Parfois, c'est justement mieux de garder ses responsabilités, surtout si c'est la personne qui a la vraie supervision et qui a la vraie autorité d'éviter certaines infractions et d'assurer une bonne politique de conformité au sein de l'entreprise. C'est mieux qu'il garde ses responsabilités plutôt que de les déléguer. Il ne faut pas toujours prévoir des formations formelles. Parfois, il suffit de prévoir des moments de formation pendant des réunions plus informelles. Il suffit de bien expliquer lors d'une réunion interne, par exemple une réunion mensuelle, de bien expliquer lors de cette réunion les principes de la politique de conformité ou des procédures internes en vigueur, plutôt que d'organiser des vraies formations où on a très peu de participants en réalité. En même temps, plutôt que d'organiser une procédure de monitoring très lourde dans une petite entreprise, parfois c'est tout aussi bien de juste organiser des visites régulières sur le terrain, dans les départements, pour s'assurer que tout le monde connaît bien la politique de conformité et connaît bien les procédures en vigueur. Si on choisit cette route un peu plus informelle, il reste toutefois important de toujours bien documenter la procédure et que cette route, même informelle, soit reflétée clairement dans la politique de conformité. Voilà. C'était le dernier slide, donc je ne sais pas si vous avez des questions, je serais ravie de les répondre. Je pense que vous n'avez pas, si vous voulez, vous pouvez les mettre à l'écrit et je les lirai tout haut. Donc je vous donne quelques instants pour des questions. Je ne vois pas de questions. Si dans la journée, dans la semaine, dans le mois, vous pensez à des questions très pertinentes ou très urgentes, vous pouvez toujours m'appeler, bien sûr. Vous avez mon numéro là juste devant vous. N'hésitez pas de m'appeler ou m'envoyer un petit courriel sur mon adresse mail que vous voyez sur l'écran. Un tout grand merci pour votre attention. Et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup.